de la première ascension du Cervin. J'ai promis de la raconter, je la raconte rapidement. Eh bien, c'est l'histoire d'Edward Whymper, qui est britannique, qui vient d'un milieu modeste, qui intègre l'Alpine Club. C'est le club alpin anglais, qui est le premier club alpin. Et sans doute que cet homme-là avait besoin de prouver sa valeur parce qu'il n'appartenait pas à la même catégorie sociale que les autres membres qui étaient globalement des aristocrates. C'est un artiste, Whymper, il fait des croquis, il fait des dessins, il est envoyé dans les Alpes pour je ne sais pas quel travail. Et là, il tombe amoureux des Alpes et il décide de se lancer dans l'alpinisme. Il va faire de très belles premières, dont par exemple dans la vallée de Chamonix, l'Aiguille Verte. Premier rayon de soleil sur l'Aiguille Verte. Et à droite, on devine le Dohu. Mais il a une obsession, il veut gravir le dernier grand sommet des Alpes, à savoir le Cervin. Pour cela, à maintes reprises, il va faire équipe avec Jean-Antoine Garrel. Garrel, c'est un alpiniste italien de la vallée du Breuil, l'un des meilleurs. Whymper engage Garrel jusqu'au, je crois, 8 juillet. Le contrat prend fin et ils n'ont pas réussi à gravir le Cervin. Mais Garrel a été contacté par les membres fondateurs du tout nouveau club alpin italien. Alors les Italiens, ils se sont fait souffler tous les grands sommets, dont le Viso, le Mont Rose, mais il reste le Cervin. Et donc, il y a une dimension nationaliste, ils veulent gravir le Cervin pour l'Italie. Et donc Giordano, Sella, Garrel vont faire équipe pour réaliser cette première ascension. Giordano va faire beaucoup de repérage, c'est une méthode d'approche très sérieuse, très calculée. Il va même jusqu'à déterminer le nombre de mètres où il faudra tailler des marches, combien il faudra de tailleurs et combien ça reviendra à l'expédition. Et les Italiens veulent faire l'ascension aussi début juillet. Et donc Whymper se retrouve en même temps abandonné par Garrel, mais il est au Breuil et il comprend que les Italiens trament quelque chose. Il est dans le même hôtel avec Giordano. Il comprend que les Italiens vont tenter de gravir le Cervin par l'arête qui domine le Breuil. Et il décide, parce qu'il avait fait quelques repérages déjà, de partir du côté de Zermatt pour tenter, lui, de gravir par l'arête qui domine Zermatt. Mais il n'a pas de porteur, il n'a pas de guide, il n'a rien, mais il a beaucoup de chance. Parce que quand il arrive à Zermatt, il tombe sur Francis Douglas, qui est un aristocrate anglais, qui est un très bon alpiniste, et tous les deux décident de faire équipe pour gravir le Cervin. Ils engagent 2 guides suisses de Zermatt, Towater père et Towater fils, enfin Peter, parce qu'il y a 2 fils, mais on parlera que de Peter. Peter, je sais pas comment ça se prononce, Towater non plus, j'en sais rien. Et c'est pas tout, parce qu'arrive à Zermatt, le rival britannique de Whymper, le Révérend Hudson, avec son ami Haddo, et ils sont accompagnés du meilleur, sans doute alpiniste de l'époque, Michel Cros, qui est un Savoyard, un Français, et qu'ils ont engagé pour faire l'ascension du Cervin. Comme l'union fait la force, ils décident de mettre fin à leur rivalité et de tenter l'ascension ensemble. Donc, ils partent de Zermatt le 13 juillet, tous les 7, à savoir Francis Douglas, Whymper, Michel Cros, Révérend Hudson, Haddo, et puis les Towater, père et fils. Ils montent assez facilement. Arrive le soir, il demande à Michel Cros, qui ouvre, globalement c'est Michel Cros qui a ouvert la voie du Cervin. Donc il demande à Michel Cros et à Peter Towater de repérer les prochains mètres pour gagner du temps, pour aller plus vite demain. Parce qu'il redoutait des difficultés importantes. Si les Italiens sont sur leur arête, c'est aussi parce qu'ils pensaient que c'était plus facile. Michel Cros et Peter Towater reviennent et ils disent il n'y a pas de problème. Et le lendemain, ils partent très tôt, on est le 14 juillet. Et ils partent très tôt et ils montent, et ils rencontrent quelques difficultés, mais jamais des difficultés insurmontables. Ils peuvent toujours contourner par la droite ou par la gauche. Et puis, sur la partie finale, ils s'encordent et ils gravissent un endroit qui devient de plus en plus en neige. À 100 mètres du sommet, Edward Whymper se désencorde et il commence à piquer une sorte de sprint pour arriver le premier. Michel Cros, qui ouvrait, qui était en tête, qui menait la cordée, se désencorde. Et il part pour essayer de rattraper Whymper et pourquoi pas le dépasser et arriver le premier. Bon, Whymper fait premier, Michel Cros fait deuxième, et puis après, les 5 autres compagnons arrivent. Quand Whymper et Cros sont au sommet, ils aperçoivent en contrebas, à 200, peut-être 300 mètres, la cordée menée par Garrel. Vous savez, l'italien, la cordée italienne. Et ils jettent des pierres, ils crient pour leur dire, voilà, on est arrivé avant vous, on a gagné. Les Italiens, voyant Whymper et Cros au sommet, ils cherchent même plus à atteindre le sommet. Voilà, ils décident de faire demi-tour et ils rentrent au Breuil bredouille. Les 7 alpinistes restent environ 1 heure au sommet et puis ils décident d'entamer la descente. 4 hommes descendent en premier. Il s'agit de Michel Cros, il ouvre la voie, c'est le guide, c'est lui qui est chargé d'ouvrir la voie aussi bien à la montée qu'à la descente. Il est suivi de Haddo,
du révérend Hudson et de Francis Douglas. Puis, peu après, Towater Père part. Il part seul pour rejoindre les 4 hommes de tête. Et puis encore un peu de temps après, vous vous rappelez qu'au Winter, il fait des croquis, il fait des dessins. Donc il est au sommet, il prend le temps de faire des croquis et des dessins. Bon, c'est un artiste, hein, c'est comme ça. Eh bien, à son tour, Whymper et Peter Towater descendent pour rejoindre les autres. Alors le premier à rentrer en contact avec les 4 hommes de tête, c'est Towater Père. Il s'encorde avec sa corde à lui, la corde qu'il a sur lui, aux 4 hommes de tête. Et puis, ils sont rattrapés par Winter et Peter Towater qui s'encordent avec leur corde, hein, ils sont cordés avec une corde, et ils s'encordent à Towater Père. Et ils descendent. Et c'est là où l'histoire va devenir tragique. Haddo a des difficultés pour descendre. Alors, on a retrouvé le matériel de ceux qui sont tombés, et on a conservé aussi le matériel de ceux qui ont survécu. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a eu une enquête. Et parmi le matériel qu'on a retrouvé, vous pouvez aller voir ça au musée de Zermatt, on a retrouvé une chaussure de Haddo. Alors à cette époque-là, les alpinistes avaient des chaussures, les meilleures chaussures qu'ils pouvaient avoir, c'était des chaussures avec des éléments en fer qui faisaient office de crampons. Bon, c'est pas aussi bon que les crampons qu'on a aujourd'hui, loin de là, mais ça servait à ça, ça servait à tenir sur les parties glissantes, glacées. La paire de godasses de Haddo, comment vous dire, il n'y a rien. Il n'y a pas de crampons, il n'y a pas d'éléments en fer, il n'y a rien. C'est aujourd'hui le genre de mec qui part avec ce type de godasse faire de la montagne, mais même de la rando, on dit c'est un fou. Hein. C'est un fou. Tout ça pour dire qu'Haddo, il avait de très mauvaises chaussures qui ne peuvent pas tenir sur des parties glacées. Et d'ailleurs, Michel Cros, son rôle, c'était de lui tailler des marches, de lui dégager des endroits pour qu'il puisse poser ses pieds aussi bien à la montée qu'à la descente. Et c'est pour ça qu'Haddo est en numéro 2, juste derrière le guide, qui va veiller sur l'élément peut-être le plus sensible du groupe. Parce que non seulement Haddo avait des chaussures, un matériel le plus mauvais matériel de la cordée, mais en plus, c'était pas le plus expérimenté de tous. Les témoignages qui ont été recueillis lors de l'enquête, à savoir ceux de Towater Père et de Whymper, disent que Michel Cros donc taille les marches, prépare le terrain pour Haddo, il descend, Haddo arrive à la hauteur de Cros, et Cros se retourne dans le sens de la pente pour poursuivre la descente, puisqu'il ouvre la voie. Et là, Haddo, il glisse, mais comme Michel Cros lui tourne le dos, il n'a pas le temps de réagir, il est emporté par Haddo. Et ils chutent tous les deux. Hudson et Douglas, apparemment, n'ont même pas trop le temps d'essayer de se tenir à quelque chose, ils partent aussi. Et là, Winter dit que Towater Père et lui, qui étaient les suivants sur la liste, s'agrippent à des rochers. Ils s'agrippent à des rochers. La corde entre Towater Père et Douglas se tend, et qu'est-ce qui se passe ? Elle casse. Les 4 hommes continuent à dévaler sur la pente, à dévaler sur la pente en essayant de s'agripper à des rochers qui traînent, et puis tout d'un coup la pente est plus marquée, ils tombent côté face nord du Cervin, et puis c'est fini quoi. Les 3 hommes restent prostrés, et puis au bout d'un moment, ils reprennent la descente en s'assurant, là pour le coup, c'est fou d'ailleurs, les mecs ils s'assurent pas. Alors je tiens à dire qu'en Alpi, enfin moi de mon expérience de l'Alpi, d'abord c'est que à partir d'un certain moment, tu sens bien que t'es pas bienvenu, et 2, en Alpi ou en escalade, j'entends terrain d'aventure, j'en ai vraiment pas beaucoup fait parce que j'ai très vite compris qu'il y avait un petit problème. Si tu prévois pas le drame, si tu n'anticipes pas, ça va trop vite pour faire quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que dit Whymper, il dit ça s'est passé en un instant. Ben oui, ça s'est passé en un instant. Il y a un gars qui tombe, paf, il ne peut plus réagir. Donc il faut prévoir. Et en fait, ils ont rien prévu. Ils sont descendus comme ça, sans passer la corde derrière un piton rocheux ou autre. Ils sont descendus, bon voilà. Ils se sentaient forts, quoi. Ils se sentaient forts. Ils venaient de gravir le Cervin, le dernier problème des Alpes. Ils venaient de marquer à jamais l'histoire de l'alpinisme de leur nom. Ils se sentaient forts. Voilà. Et quand tu te sens fort, en fait, tu es faible. Donc, après un moment de prostration, les 3 hommes descendent en s'assurant. Whymper, Towater Père et fils arrivent quasiment au pied de l'arête. Et puis, c'est la nuit, ils dorment. Et le samedi, le 15 juillet, au matin, ils arrivent à Zermatt. Comme il y a eu 4 victimes, une enquête est menée pour comprendre les circonstances de l'accident. Et en fait, les circonstances de l'accident, elles reposent sur le choix des cordes. Ils avaient 3 cordes. Une très bonne corde qui venait de l'Alpine Club anglais, qui était la plus résistante, qui a servi à relier Whymper et Peter Towater dans un premier temps, puis Towater Père. Les 4 premiers hommes de tête disposaient de la 2e meilleure corde.
Et la corde la plus faible, elle reliait Toaderper aux 4 hommes de tête. Et c'est celle qui a cassé. J'avais vu une émission, mais j'ai pas pu la revoir parce que j'ai pas la fibre, mais là en ce moment j'ai plus internet, donc j'ai plus de réseau. Je me crois qu'elle résistait à 80 kg. Autant vous dire que 80 kg, c'est rien du tout. Ça se met en tension et ça casse. Ça peut servir à tirer quelqu'un comme ça qui perd l'équilibre, mais si ça se tend, c'est fini, quoi, ça se casse. Bref, ça les a sauvés. Ça a sauvé Whymper, Toaderper et Toaderfist. Cette corde, elle les a sauvés. Elle a perdu les 4 hommes de tête, mais elle les a sauvés. Le problème, quel est-il? C'est qu'ils ont utilisé la corde de secours au lieu d'utiliser une corde forte. La corde de secours, c'est une corde que tu vas utiliser en cas d'extrême nécessité. Et la corde de la Pin Club était en théorie assez longue pour connecter tous les hommes. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors là, on glisse du côté de la légende noire. Winters aurait dit que lorsqu'il était en vue du sommet, pour aller vite, il a coupé la corde de l'Alpine Club. Du coup, elle devenait trop courte pour rallier plus de 4 hommes. Et il aurait couru au sommet, etc. On connaît la suite, je vous l'ai raconté. Ça me semble peu vraisemblable, parce que couper une bonne corde, c'est beaucoup plus long que se désencorder. Donc cette hypothèse-là, je n'y crois pas. On dit aussi que Winter se serait précipité, passant devant Toaderper, et qu'il aurait coupé la corde faible. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, d'abord parce que faire la manip pour passer devant Toaderper et qui retiendrait les 4 hommes en tension, déjà c'est chaud bouillant. Et puis couper la corde en tension devant les autres, et les autres qui regardent, non, ça tient pas la route. Surtout que si la corde est en tension, la chute des autres est arrêtée et par conséquent, ils sont accrochés à quelque chose. Tu t'arrêtes, tu t'accroches, tu as un réflexe, tu fais ça. Si tu t'accroches pas, c'est que tu es emporté par la vitesse et que voilà, tu n'arrives pas à trouver un appui. Donc, ils sont tombés parce que la corde, elle a cassé très rapidement. Elle a claqué d'un coup et ils ont été entraînés par leur vitesse, ils n'ont pas été ralentis. Finalement, l'explication la plus crédible, c'est la négligence. Ils sont encordés avec ce qu'ils avaient sous la main parce qu'ils étaient fatigués et ils étaient plus vigilants, parce que tout simplement, peut-être, ils se sentaient aussi invincibles. Ils avaient gravi la montagne la plus incroyable des Alpes.